Bonjour à tous, bienvenue sur cette séance 6 en PHP. On attaque vraiment la programmation pour concevoir vos sites web, ou en tout cas développer en programmation web avec ce langage, et on va commencer dans cette vidéo à aborder la notion de variable, qui est une des plus importantes en programmation, dans un petit peu tous les langages d'ailleurs qui sont dans ce domaine-là, et on va d'abord aussi parler des types. Alors, j'ai mis le terme type dans le titre de cette vidéo pour parler tout simplement des types de données que nous allons pouvoir manipuler avec ce langage. Alors je vais revenir bien sûr un petit peu dessus au fur et à mesure et même dans les autres vidéos parce qu'on aura l'occasion d'en parler assez souvent au cours des vidéos, mais je tiens évidemment à présenter ça dès le départ. Alors les types de données que vous allez pouvoir manipuler, alors je sais pas, encore une fois, moi je pars toujours du principe, comme toujours, que vous n'avez jamais vu de formation en informatique, en programmation ou autre avant celle-ci, donc je considère que c'est votre première formation en informatique, donc vous avez tout à apprendre, et du coup on va parler un petit peu des types que vous allez pouvoir retrouver ici en termes de programmation, d'accord. Alors on a grosso modo en PHP, on a une dizaine de types dits basiques, d'accord, des types primitifs, appelez ça comme vous voulez, des types natifs, peu importe, qui sont gérés via le langage. On va avoir quatre types dits, donc quatre ensembles qui vont être dits scalaires, donc des ensembles scalaires si vous voulez, c'est tout simplement des types de données que nous n'allons pas pouvoir couper, par exemple scinder en deux, ce genre de choses qu'en revanche on pourra faire par exemple avec des tableaux, une des notions qu'on verra au cours de cette formation de toute manière, et qu'on aura l'occasion d'aborder bien en détail dans une séance dédiée. Donc les types scalaires, il y en a quelques-uns, donc je vous ai dit il y en a quatre, il y a quatre ensembles de types scalaires, c'est-à-dire de types qu'on ne peut pas diviser, qu'on ne peut pas scinder, qu'on ne peut pas couper, d'accord, qui vont pouvoir être utilisés. Alors je vais vous les noter, donc on va les mettre dans des commentaires pour ceux qui éventuellement aiment bien prendre des notes, je fais ça assez régulièrement sur les formations pour que ce soit plus pratique, que vous puissiez comme ça prendre des notes au fur et à mesure en mettant en pause la vidéo, en ayant voilà ça de côté. C'est histoire de vous indiquer un petit peu les choses à vraiment retenir, parce que ça va vous suivre tout le long, et si vous n'avez déjà pas pigé ou vous n'assimilez pas ces choses-là dès le départ, ça risque d'énormément vous handicaper pour la suite, donc il faut faire attention voilà, de bien comprendre ces notions-là. Donc les fameux quatre types de base, et qu'on peut retrouver même dans d'autres langages d'ailleurs, c'est pas forcément qu'en PHP, vous verrez si vous avez déjà fait d'autres formations ou que vous avez prévu d'en faire d'autres après PHP, que vous reviendrez très souvent sur ces types-là. Le premier c'est le type booléen, d'accord. Alors on va le marquer comme ceci, je vais le marquer en termes français, ok, parce que je fais une formation en français, ça paraît logique. Le terme booléen, et celui-là on va donc en général l'écrire comme ceci, booléan, bool, voilà. Donc on va rester sur quelque chose comme ça. Alors peut-être même plus exactement, je vais garder ce terme-là par rapport en termes de programmation, d'accord. C'est-à-dire qu'en termes de programmation on parle de booléan comme ceci. On a son diminutif comme ça. Donc ça c'est, si vous voulez, une valeur binaire, d'accord. C'est une donnée qui pourra prendre une valeur binaire. Soit elle pourra prendre la valeur de vrai, d'accord, tout simplement, donc vrai, qui correspond en termes de programmation à true, ou alors elle prendra la valeur de faux, qui correspond à false, d'accord, ce genre de choses là. Au niveau programmation, d'accord, ce que je note au niveau programmation, par rapport aux valeurs que ça peut prendre, true ou false sont des données qui sont insensibles à la casse, c'est-à-dire que vous écrivez true comme ça en minuscule quand vous allez programmer plus tard pour déclarer par exemple un booléen, ou vous l'écrivez tout en majuscule, ça ne change rien, d'accord. Au niveau de PHP, vous pourrez l'écrire de deux manières différentes, mais on va revenir dessus tout à l'heure avec les variables, on va créer des variables booléennes, je vais vous expliquer plus en détail à quoi ça correspond. Donc voilà grosso modo pour le booléen. Donc c'est en fait du binaire, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est égal à 1 pour vrai, soit c'est égal à faux, c'est-à-dire 0, d'accord, donc true ou false. C'est forcément que l'un ou que l'autre. À quoi ça peut servir? Par exemple une donnée, on voudrait dire est-ce qu'un article sur un site est publié, oui ou non, ce genre de choses. Est-ce qu'il est mis en brouillon, oui ou non. Est-ce que telle partie d'un contenu est accessible seulement à l'administrateur ou à tout le monde, d'accord. On peut faire également un système de booléen comme ça, public ou privé, ce genre de choses. Donc ça sert beaucoup les données booléennes. Donc ça, c'est le premier type scalaire, d'accord. Je vais vous le noter comme ça. 4 types scalaires, même si c'est un nom un peu des fois qui peut sembler compliqué pour certains, alors qu'il l'est pas. Donc on a ça, le booléen. Ensuite on va en avoir un, c'est l'entier, d'accord. Alors l'entier c'est un nombre, ok, c'est tout simplement un nombre, ça peut être 14, ça peut être moins 10, ça peut être 126, donc un nombre comme ceci. Donc on va le noter integer, ou son diminutif qui est int, et lui, c'est encore une fois un nombre. Donc ça peut être par exemple, je mets plein d'exemples, 14, moins 126, 12 300, etc.
Alors c'est basé sur le système de codage de vos machines, d'accord. On va dire que la valeur maximale que l'on va pouvoir stocker comme type de données entière, donc comme integer, dépend de votre machine, mais grosso modo comme c'est du codage sur 32 bits, ça correspond à peu près à un maximum d'une valeur de 2 milliards. C'est-à-dire que par exemple si vous essayez de noter le nombre 6 milliards en tant qu'entier, ça ne marchera pas, d'accord, parce que vous aurez dépassé en fait le plafond maximum pour les nombres entiers. Donc à ne pas utiliser pour certaines données qui sont vraiment très très grandes, mais c'est pareil, de toute façon on aura l'occasion de revenir là-dessus. Voilà pour ça, l'entier. On a ensuite tout simplement donc son équivalent qui est en nombre décimal, donc nombre à virgule ou nombre flottant, qui est, je vais le noter en flottant, voilà, on va noter comme ceci, flottant tout simplement. Donc il y a le terme float, d'accord, et il y a le terme un peu historique double, parce que comme le langage PHP, comme je l'avais dit, est un langage qui a pas mal évolué avec le temps, qui n'était pas comme il est à présent à ses débuts, hein. Il a commencé, on va dire, à la base ça devait pas en fait de toute façon être prévu pour être un langage public utilisé par plein de gens, c'était juste un projet personnel qui a ensuite été développé de plus en plus, et comme c'est un langage qui est quand même assez ancien, qui a pas mal évolué, voilà, qui a toute une histoire, et bien il y a pas mal de choses historiques qui sont restées pour ne pas perdre en compatibilité au fur et à mesure en fait des mises à jour. Donc ils ont gardé le terme historique double, même si on utilisera plus souvent le terme de float, d'accord. Donc ça peut être un nombre, le fameux nombre pi, d'accord, 314, ça peut être des valeurs négatives aussi, hein, ça marche, hein, moins 12.62, donc pourquoi on met un point, puisqu'en informatique, pour ceux qui ne savent pas, le point remplace la virgule, d'accord. Donc en informatique, on n'écrit pas les nombres à virgule, on écrit les nombres avec des points, d'accord, c'est le symbole, la ponctuation en informatique pour représenter les virgules quand on fait des nombres décimaux. Et voilà, donc les flottants par contre peuvent avoir une fourchette de valeurs qui sont très très grandes, beaucoup plus grandes que les entiers, dont je n'ai même pas la fourchette exacte par cœur, parce que ça peut un peu changer selon le langage, selon l'endroit où c'est codé, mais ça peut se vérifier de toute manière au niveau du langage, donc on pourra toujours regarder ça. Et ensuite on a un type qui est très intéressant ici, qui est la fameuse chaîne de caractères, dont on aura l'occasion de revenir aussi, qui s'appelle tout simplement pas string, ça c'est, voilà, donc c'est string. Voilà, et là c'est une chaîne, donc ça peut se représenter de plusieurs manières, on pourra la représenter comme ça, on pourra la représenter comme ça, et on verra d'autres choses aussi, d'accord. Une chaîne de caractères, donc là je pense que c'est pas compliqué, ça peut être évidemment plusieurs mots, c'est pas forcément un seul, ça fonctionne aussi. Voilà un petit peu comment que ça se passe au niveau des 4 types scalaires, donc on regardera un petit peu tout ça par la suite. Ensuite on va avoir, donc ça c'est vraiment les types que vous allez vraiment beaucoup utiliser, mais au niveau de PHP on va également avoir des types un petit peu particuliers qui sont 4 types dits composés, d'accord. Donc je vais vous le noter là, les types composés. Et parmi eux, on va retrouver des choses très intéressantes aussi qu'on va pas voir pour le moment parce que vous n'avez pas encore le niveau évidemment actuel, hein. Vous démarrez tout juste en PHP, donc on est loin d'en être là pour le moment. On a les tableaux, d'accord, donc j'en ai parlé tout à l'heure, hein, sur le fait que ça pouvait être scindé, donc il ne s'agit pas d'un type scalaire pour le coup, puisque un tableau pourrait être coupé en deux, scindé, divisé, etc. Donc on en parlera plus tard, ça s'appelle les arrays, tout simplement. Donc je présente pas à quoi ça correspond, puisque de toute façon il y aura une vidéo faite dessus, donc inutile de vous les présenter là, on garde ça pour plus tard. On va avoir ensuite les objets, d'accord, donc le nom c'est object, donc ça c'est objectif, donc ça c'est quand on va faire de la programmation objet, donc j'en parlerai, ou la fameuse POO, ou technologie orientée objet, ça a plusieurs termes pour le définir, mais c'est pareil, on fera de la programmation évidemment objet en PHP, puisque c'est un langage multiparadigme, donc qui permet de programmer à la fois en procédural, c'est-à-dire de manière séquentielle, en suivant instruction par instruction, c'est ce par quoi nous allons commencer, et nous ferons ensuite de la programmation objet, mais on viendra dans le détail là-dessus quand on y sera, donc ne vous en faites pas pour le moment, si vous ne comprenez pas, c'est tout à fait normal, on l'a absolument pas abordé. Donc ça pareil, on verra plus tard, donc je ne m'étends pas sur le sujet. Ensuite on va avoir les fonctions d'appel, de rappel, ou même plus exactement. Donc les fonctions c'est pareil, c'est une notion que vous n'avez pas encore vue en PHP, donc de toute façon il va y avoir une vidéo sur les fonctions aussi, et ça on les appelle les callables, d'accord, les callables, voilà, c'est les fonctions de rappel, on viendra dessus aussi, et ensuite on a les itérateurs, voilà, et là c'est les iterables. Donc pareil, c'est un autre type composé sur lequel on aura l'occasion de discuter également. Donc c'est pour ça, les types composés, on verra ça plus tard, il y aura des vidéos dédiées. Donc je vous donne juste les noms, histoire que vous sachiez, voilà, c'est pour votre culture générale, pour votre apprentissage, mais on verra tout ça bien évidemment dans le détail. On va surtout commencer à travailler avec cela. Après, on a deux types, on va dire, divers, des types spéciaux, voilà, on va mettre deux types divers, qui sont ressources.
Donc je vais mettre ça en français, parce que de toute façon c'est comme ça que ça s'appelle, resource, voilà. Ça c'est quand on veut par exemple charger des ressources externes, mais ça c'est pareil, bon on en est loin encore d'aborder ce genre de choses, que c'est quand même assez complexe. En plus ça fait appel à pas mal de notions de sécurité, puisque ça peut présenter pas mal de risques ou de comportements inattendus, donc il est clair qu'on n'abordera pas ça tout de suite. Et le fameux type nul, voilà, donc qui veut dire rien en fait, tout simplement. Du coup je vais même pas mettre de, voilà, parce que ça correspond à nul en fait, ou vous pouvez l'écrire évidemment comme ceci, hein. Tout en minuscule, puisque c'est pareil, y a pas de, ce n'est pas sensible à la casse, dans ce genre de cas, comme pour true et false. Vous pouvez écrire tout en minuscule, avec une lettre majuscule au départ, tout en majuscule, comme vous voulez, ça pose pas de problème. Voilà grosso modo pour l'utilisation, enfin en tout cas les types disponibles, donc les fameux 10 types basiques, hein, donc j'en ai pas oublié, 4, 4, 8, 2, ok, donc c'est bon. Donc ça c'est facile à se retenir, voilà, quand on sait que en PHP il y a grosso modo 10 types basiques, c'est facile de les retrouver, puisque voilà, c'est un nombre qui se retient quand même facilement, même quand on connaît plein de langages, on risque pas de se mélanger à ce niveau-là. Voilà, donc là je vous ai fait présenter un petit peu tous ces types différents, d'accord? Donc on va pouvoir comme ça maintenant attaquer les variables, on va en parler, puisque c'est the notion vraiment la plus importante en informatique et en programmation de manière générale, et à partir du moment où vous avez compris la notion de variable sur un langage, vous l'aurez compris sur tous les autres, puisque c'est exactement pareil. Qu'est-ce qu'une variable en programmation? C'est tout simplement une petite info, donc on va nommer en fait une variable, on va lui donner un nom, et dans laquelle nous pourrons stocker tout un tas de données. Et justement, les données que nous pourrons stocker, c'est ce que je vous ai montré là. C'est absolument ça. Donc vous aurez un de ces 10 types, en fait, dans lesquels, vous pourrez exploiter à l'intérieur des variables. Donc voilà comment que ça va se composer, et après je vais vous expliquer tout simplement à quoi ça sert, d'accord? Donc je vais déjà vous noter vite fait un exemple, et vous verrez comment ça fonctionne. Donc une variable en termes de code, elle va se noter et s'identifier de manière donc générale par le symbole $, d'accord? Et à partir de là, on va pouvoir la nommer. Le nommage de variable, comme tous les langages de programmation, je pense, hein, je ne dois pas dire de bêtises en disant que c'est tous les langages de programmation, ou alors il y en a qui ont fait des langages un peu bizarres, doivent commencer avec un système de nommage particulier. Déjà, dans un nom de variable, on ne commence pas par un chiffre. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, au niveau de la coloration de mon code, il n'est pas content. Donc on évite de commencer par un chiffre, on ne mettra évidemment pas d'espace, parce que c'est bizarre de mettre des espaces dans un nom de variable, et on ne met pas de caractères accentués ou de caractères spéciaux, donc pas de A avec des accents, de CCD ou de je ne sais quoi, ou des étoiles, enfin bref, des caractères un peu bizarres. Donc le seul chose que vous pouvez utiliser, c'est commencer déjà au minimum par une lettre, qu'elle soit majuscule, minuscule, après vous pouvez mélanger, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des chiffres, ce que vous voulez aussi, alphanumérique, et d'underscore, donc c'est le fameux tiret du bas de la touche 8 de votre clavier, voilà, tout simplement. Donc pas de tiret comme ceci, pas le tiret du 6, mais vraiment le underscore, d'accord? C'est le souligné en fait, celui qui se met sous le texte. Donc à partir de là, vous pouvez nommer vos variables comme ça. Donc je peux créer une variable qui s'appelle comme ceci, sans problème. Ensuite on mettra un égal et on va pouvoir lui donner une valeur, mais ça je vais en parler un petit peu après. On peut créer une autre variable comme cela. Elles ne sont pas les mêmes, d'accord? Comme le nom est différent, ce sont deux variables différentes, donc attention. On peut faire également comme ceci. Pareil, là, le nommage des variables est sensible à la casse, ça veut dire que les majuscules et les minuscules sont jugés, d'accord, sont définis différemment. Donc ça, ce n'est pas considéré comme étant la même variable que ça. Bien évidemment, dans un vrai code, on évitera de mettre des noms comme ça, similaires, avec juste un changement au niveau de la casse, sinon ça risque de poser assez problème à la lecture et au développement de votre programme, en tout cas de votre script. Après, on peut très bien écrire comme ça, aussi, voilà. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire. On a la méthode, donc celle-là, la méthode où en fait on commence par écrire le mot en minuscule, et à chaque nouveau mot, on met une majuscule, d'accord, ma variable de code, donc comme ceci, c'est la syntaxe dit camel case, c'est-à-dire qu'on va simplement, à chaque fois pour identifier chaque mot dans le nom de la variable, mettre une majuscule au départ. Ça permet de mieux lire en fait que si tout est écrit en minuscule comme ici. Voilà. Donc vous verrez. On évite les underscores, pareil, c'est des cas un peu réservés, mais vous pouvez, ça on en parlera pas mal quand on fera de la programmation objet. Donc grosso modo, moi ce que je vous conseille, mais vous êtes évidemment libre, comme je le dis souvent dans toutes les formations que je fais, je vous conseille certaines choses pour que vous ayez de bonnes habitudes, surtout si vous débutez. Après, si vous avez vos conventions de nommage, de codage, etc., vous faites ce que vous voulez. Mais moi je vous recommande en PHP de nommer effectivement vos variables en camel case, c'est-à-dire ma variable, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc une variable, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on n'utilise pas de variable dans un programme, vous allez manipuler des données, d'accord? On est d'accord? Sur un site internet, par exemple, vous allez pouvoir, que ce soit un jeu, que ce soit un site web, un blog, n'importe quoi, en fait, peu importe ce que c'est, vous allez avoir besoin de manipuler les données. Si vous n'utilisez pas de variable, eh bien, vous allez juste pouvoir faire des affichages, comme on l'a vu tout à l'heure, et éventuellement
ouvrir des documents, des fichiers, ce genre de choses, accéder à des données, mais vous ne pourrez rien en faire, puisque ces données ne sont pas sauvegardées pendant l'utilisation de donc pendant l'exécution de votre programme, ce qui est un peu embêtant. Donc si je fais comme on a fait habituellement, par exemple, echo ce genre de choses, d'accord. Donc j'ai démarré à mon serveur tout ça, j'ai tout préparé. Par contre là, peut-être avoir besoin de l'agrandir pour vous, 150, voilà. Donc là, c'est écrit en dur au niveau du texte. Donc c'est bien, mais le problème c'est que ça, c'est une donnée si on veut la changer, on est obligé de modifier directement dans du texte. Si un jour j'ai besoin de récupérer le nom, par exemple pour l'afficher à plein d'endroits, je vais devoir le marquer à chaque fois. Et le jour où on va vouloir faire un changement dans le programme, il faudra remodifier tout le code. C'est pas du tout dynamique, c'est écrit en dur, c'est statique, enfin voilà, c'est pas propre du tout, et de toute façon on pourrait pas tout simplement programmer de cette manière. On a besoin en informatique, en programmation, c'est obligatoire de manipuler des variables. Une variable, tout simplement, donc en termes de programmation, vous allez lui donner un nom, et vous allez pouvoir y stocker, affecter une valeur. Et cette valeur, ça peut être un des types que je vous ai présenté ici. Qu'est-ce qui va se passer aussi en termes informatiques, parce que ça c'est que le terme programmation. Et bien en informatique, le langage donc en question, donc que ce soit son compilateur, que ce soit son interpréteur, enfin peu importe, là pour PHP c'est un langage interprété, donc c'est encore différent, il va demander à votre système d'exploitation, donc ici en l'occurrence c'est Windows, si vous êtes sur Linux ce sera Linux, si vous êtes sur Mac ce sera macOS, peu importe, ça change rien, l'autorisation de réserver un emplacement en mémoire vive, donc la fameuse mémoire RAM, hein, vous savez, les barrettes de RAM que vous avez dans votre ordinateur, et il va y stocker l'information à l'intérieur. La barrette de mémoire, enfin la barrette de RAM, elle est composée de cette manière, c'est-à-dire qu'elle est faite, donc je vous ai pas fait de schéma parce que c'est des choses très très simples, vous avez grosso modo un système d'adressage, et vous avez un système de valeurs, d'accord. L'adresse, c'est un nombre, donc c'est un peu comme une adresse postale, d'accord, ça peut être un nombre décimal, hexadécimal, peu importe. On peut imaginer par exemple l'adresse 0000, et on va y stocker une variable, donc je ne sais pas quoi, on verra. Ma variable, et ce qu'on va stocker surtout c'est sa valeur. Mettons si on lui met une valeur 4, donc qui serait pour le coup un entier, un integer, un int, voilà, on va demander au système d'exploitation de chercher un emplacement suffisant qui permet de stocker un type entier en fonction de la place que ça prend en termes d'octets, d'accord, en mémoire. Windows, donc ici moi en l'occurrence sur mon PC, Windows va chercher un emplacement suffisant, une place suffisante, un peu comme une place de parking, et il va dire, bah voilà, il va dire c'est bon, j'ai trouvé une place à telle adresse, et le langage va dire à cette adresse, du coup, je sauvegarde, donc je stocke cette valeur. Et comme vous le savez, la mémoire vive, c'est une mémoire qui est volatile, c'est-à-dire quand vous allez éteindre votre PC ou le redémarrer, cette mémoire va être vidée. Donc attention, c'est pas comme un disque dur où dès que vous enregistrez un fichier, ça le sauvegarde même après le redémarrage. Une mémoire vive, ça ne sauvegarde que le temps de l'exécution. Donc dès que votre programme sera terminé, les informations évidemment seront perdues. Mais on verra plus tard comment sauvegarder des données dans des fichiers, dans des sessions, comment sauvegarder dans des bases de données, pour que les données soient gardées de manière persistante, donc c'est-à-dire de pouvoir être réutilisées et jamais perdues. Donc ça, en termes de variables, c'est des données qui sont volatiles. Et le nom de variable n'est pas un hasard, on dit variable parce qu'on va pouvoir faire varier tout simplement le contenu de nos variables, changer ce qu'elles stockent, d'accord, changer l'information qui est stockée à l'intérieur. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc j'ai été très basique dans les explications, parce que le but c'est pas de vous perdre dès le départ, on commence tout juste, mais voilà comment ça fonctionne. En programmation, on donne un nom à une variable en l'identifiant avec un petit dollar. Donc par exemple ma variable, donc ça va être par exemple mon prénom, d'accord. On met un égal, ça c'est ce qu'on appelle c'est un opérateur, donc on l'appelle opérateur d'affectation, pour dire qu'on affecte dans cette variable mon prénom une valeur. Moi je vais fonctionner comme une chaîne de caractères, je vais stocker mon prénom, donc je mets ce symbole là, mais on va en parler un petit peu. Et on termine par un point virgule, comme j'ai déjà expliqué. Dans la séance précédente, j'avais dit que toutes les instructions en PHP se terminent par un point virgule. Sauf éventuellement la dernière du bloc, mais pour être sûr de vous, jamais vous tromper, mettez-en tout le temps une, comme ça chaque instruction est bien respectée, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. À partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à faire ça. Je prends ma variable, d'accord, tout le nom de la variable, et vous voyez ici le echo, j'ai mis des doubles guillemets, donc à partir du moment où j'ai des doubles guillemets, j'ai juste à faire ça. Et là si j'actualise, F5, vous ne voyez aucune différence. Pourtant, il est passé par une variable. L'avantage de ça, imaginez par exemple un jeu, imaginez un article, n'importe quoi, et bien dès que vous allez vouloir changer le prénom, plutôt que de le modifier tous les endroits où vous avez un jour marqué votre prénom, vous avez juste à modifier cette ligne-là. Voilà. À partir du moment où vous changez le prénom ici, en actualisant, vous changez la valeur de la variable. Tout simplement. On a fait ici une modification de la valeur de la variable. C'est pour ça que ça s'appelle une variable. Parce que mon prénom, il peut varier, d'accord, il peut changer
au cours de l'exécution, et vous allez voir que plus tard on pourra faire plein de choses avec les variables. On va pouvoir faire des tests, donc ce qu'on appelle des conditions, on pourra utiliser des boucles, on pourra appeler, donc créer même des fonctions pour utiliser nos variables, pour faire des calculs, faire des tests, récupérer des informations dans une base de données pour les afficher, pour les trier, pour les exploiter, enfin on pourra faire tout un tas de choses. C'est pour ça que je vous le dis, en informatique, en programmation, sans variable, on ne pourrait rien faire. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est afficher tout bêtement du texte. On pourrait même pas demander à l'utilisateur des informations, parce qu'à partir du moment où on demande une information à l'utilisateur, il faut qu'on puisse la sauvegarder. Parce qu'une fois que l'utilisateur l'a donnée, elle est perdue si on la sauvegarde pas. Donc les variables sont vraiment importantes. Donc maintenant que ces explications sont données, on va voir comment créer les différents types de variables très rapidement, puisque je vous ai donné toutes les explications. Donc si on fait un booléen, je vais donner un nom très explicite, vous pouvez l'écrire comme, donc vous mettez le nom que vous voulez, d'accord, au niveau des variables, et vous pouvez l'écrire comme ça. Ça c'est un booléen qui est initialisé à vrai, donc à true. Vous pouvez l'écrire comme ceci, false, d'accord. Vous pouvez mettre également, comme j'ai dit, en majuscule, puisque la casse c'est pas sensible à la casse au niveau des booléens, donc ça pose absolument aucun problème que ce soit écrit comme ça, et ça fonctionnera. Au niveau du nommage de variables, trouvez des noms un maximum explicites. Évitez les noms de variables comme ceci, d'accord. Et puis après je fais une variable B, et puis je mets je sais pas quoi dedans. Voilà. On ne saura pas du tout à quoi ça correspond, d'accord, ça veut rien dire. Mettez des noms explicites par rapport à ce à quoi ça sert. Même si vous avez un nom de variable très long à écrire, ça ne pose aucun problème. Voilà. Sachez qu'il y a beaucoup de gens sur des vieux langages de programmation d'époque, on était limité au niveau du nommage des variables, puisque rien que l'écriture, le nommage des variables ici, prenait pas mal de place en mémoire, d'accord, il était très important, du coup on est obligé de faire des variables avec 1, 2, voire 3 caractères et pas plus. Donc c'était vraiment limité, on ne pouvait pas faire autrement. Maintenant on est sur des langages quand même beaucoup plus évolués, les PC ont bien augmenté aussi en termes de mémoire, donc écrivez des noms explicites. Logiquement, si un code est bien fait, vous n'aurez pratiquement pas besoin, et je l'avais dit dans la vidéo précédente, de le commenter, parce que votre code en lui-même sera déjà suffisamment explicite. Donc par exemple ici j'ai un nom, c'est de mettre ça, voilà, ça c'est pas un nom de variable explicite. Parce que c'est prénom de quoi, de qui, ça correspond à quoi. Par contre, si c'est, si je mets auteur article, voilà, que je suis en train de faire par exemple un billet de blog, là on sait à quoi ça correspond. On sait qu'on a mis ici l'auteur de l'article sur lequel par exemple on essaie d'afficher ou de modifier ou d'écrire. Tout de suite c'est beaucoup plus explicite et juste en lisant le code, eh ben, on n'a pas besoin de faire ça. Par exemple, de mettre auteur de l'article, voilà. Et du coup de mettre ça. Ça, c'est de la mauvaise programmation, de devoir commenter une chose qui aurait pu l'être automatiquement, simplement, en mettant un nom de variable explicite. Quitte à mettre ça, peu importe, prénom, auteur, article, peu importe, même si vous mettez plusieurs mots comme ça à la suite, ça pose aucun problème. Mais au moins, on sait à quoi ça correspond tout de suite. Donc ça, c'est vraiment la petite astuce que je vous donne au niveau des variables. Nommez vos variables de manière explicite, même si les noms sont un peu longs à écrire. Peu importe, ce sera évidemment beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique. Imaginez peut-être que sur certains programmes, certains codes, certains sites, vous allez travailler plusieurs mois dessus. Quand vous allez revenir 3, 4, 5 mois après sur un code que vous avez écrit tout au départ, si c'est pas nommé de manière explicite, vous n'allez plus rien comprendre, vous ne saurez même pas à quoi ça correspond et ce sera, votre propre code sera illisible. Vous n'arriverez même pas à vous relire vous-même, donc ça risque d'être assez problématique. Voilà. Alors, je repasse sur les exemples, encore une fois. Donc avec des noms cette fois-ci qui sont pas du tout conseillés, mais je vous montre. Donc un booléen, ça peut s'écrire par exemple comme ceci. Pour écrire un entier, bon, on l'a fait tout à l'heure un petit peu, voilà, ce genre de choses. On peut y mettre une valeur négative aussi, ça pose pas de problème. On peut écrire un flottant, par exemple 3,14, valeur de pi, par exemple. On peut écrire une chaîne, donc attention, mais pas de circonflexe, n'oubliez pas, c'est un caractère spécial. Ça on l'a déjà fait. Vous pouvez les écrire également comme ça, d'accord, ça c'est une possibilité. Par contre, quand vous écrivez avec les simples cotes, si vous avez à l'intérieur des apostrophes, par exemple, comme ceci, et je ne sais plus écrire, vous voyez que de toute façon à la coloration ça nous indique qu'il y a un problème, parce qu'il pense que la chaîne est juste ça, et qu'elle s'est terminée après le C. Donc le seul moyen de faire comme ça, soit vous travaillez avec des doubles cotes mais ce sera bizarre, soit vous les échappez en mettant un anti-slash, tout simplement.
Donc c'est Alt-GR et la touche 8, d'accord, donc la fameuse touche du tiré du bas, en appuyant avant sur Alt-GR, en restant appuyé dessus, et ça vous fera l'anti-slash comme ça. Et là, pas de problème, ça fonctionne. Donc si vous avez beaucoup d'apostrophes, pour éviter voilà, de devoir faire ça à chaque fois, bah, vous entourez double cote. Hein. Ça ne changera pas grand chose et ce sera beaucoup plus lisible pour vous aussi. Essayez de toujours choisir la facilité et la lisibilité, c'est le plus important. Ça sert à rien d'essayer de chercher à optimiser au maximum ou utiliser le moins de caractères possible. L'intérêt c'est que vous, ce soit beaucoup plus lisible, beaucoup plus maintenable et facile à réutiliser par la suite. C'est tout l'intérêt de la programmation. Voilà, pour ça. Les outils, bon, on n'en parle pas parce qu'on les verra beaucoup plus tard, donc on regardera ça. Alors pour les entiers, pareil, je reviens dessus un petit peu, je vous ai montré ça. Donc je vais un peu vite, hein, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Vous pouvez écrire plusieurs types de données sous plusieurs formes, d'accord. Donc un booléen, je vous ai dit, c'est true ou false, donc c'est un binaire. Les entiers, c'est plusieurs nombres, mais on peut les écrire de plusieurs manières différentes, d'accord. Donc on peut déjà les faire précéder d'un plus ou d'un moins. Le plus, bon, en général, on ne le met pas, puisque si vous mettez rien, ça considère que c'est positif, donc pas de souci. Mais vous pourriez éventuellement le mettre si vous voulez, c'est vous qui voyez. Et vous voyez que c'est des notations décimales. Donc là, bon, je fais appel à ceux qui ont quelques petites notions mathématiques sur les systèmes de base. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la base 10, la base décimale, de 0 à 9. Ensuite, on a la base binaire. Ça, normalement, vous connaissez, c'est la base 2. Donc c'est de 0 ou 1. Donc les nombres binaires, hein, en informatique, c'est bien connu. Pour écrire en binaire, il suffit juste de mettre 1, 0, 1, B, et vous écrivez ensuite le nombre en binaire. Par exemple, si je vais écrire 1, 1, 1, 1, 1, je vais le faire comme ça. Voilà. Si vous l'écrivez comme ça, c'est considéré comme un nombre décimal. 111 111. Que si vous mettez un 0b devant, il va le prendre comme un nombre binaire. Si vous voulez marquer en hexadécimal, c'est 0x. AF D3 5C par exemple. Et si vous voulez un nombre en octal, vous mettez un 0 devant. Si par exemple vous voulez mettre 640, vous écrivez 0,640. Et ça, ce sera considéré comme un octal, tout simplement. Puisqu'il part du principe que si vous vouliez mettre l'entier 640, ça sert à rien de mettre un 0 devant, hein. Ça sert à rien de faire ça, hein, pour dire je mets 640, non. On fait habituellement comme ça. Donc à partir du moment où vous mettez un 0 devant, il considère que vous êtes en base 8, c'est-à-dire en base octale. Et pour le hexadécimal, hein, je rappelle, c'est la base 16, hein, évidemment. On va de 0 à F. Voilà, pour ça. Donc là on est sur un entier décimal, tout simplement. Donc ça je voulais les montrer rapidement parce que c'est bien à savoir. Pour les nombres flottants d'ailleurs, il y a aussi d'autres notations. Je vais aller assez vite parce que c'est pareil, vous aurez l'occasion, enfin pas trop l'occasion de les voir pour le moment, et si un jour vous en avez l'occasion, vous reviendrez sur cette vidéo pour voir un petit peu les notations que j'avais présentées. Ou au pire vous me poserez la question si vous avez oublié, c'est pas bien grave. Donc on peut noter par exemple 15.E comme ceci. D'accord, donc ça c'est pour les matheux, hein. Je parle surtout aux mathématiciens. Et vous avez également le syntaxe, on peut faire par exemple un grand E, comme ceci, et on peut mettre un nombre négatif, hein. Voilà, par exemple. Voilà, donc j'en parle en détail, là c'est des mathématiques, ou des notations scientifiques, hein, donc ça sert à rien de vous... Je suis pas là pour faire un cours de maths, donc je pense que ceux qui sont intéressés par ce type de notation sauront à quoi je fais référence, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc vous pouvez évidemment utiliser ces notations scientifiques au niveau de vos nombres flottants, ça pose aucun problème, ça fonctionne au niveau de PHP, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer à ce niveau. Pour les chaînes de caractères, je voulais revenir aussi sur un autre point. Donc on a vu, alors je suis en train de voir, au niveau booléen, bon, on a tout vu. Au niveau des entiers, on a vu tous les types de notations et les différentes bases, c'est ce que je voulais vous montrer. Pour les flottants, on a vu les différentes notations aussi. Et pour les chaînes, voilà, donc je vous ai montré donc les doubles codes, je vous ai montré les simples. Et il y a aussi une autre notation pour écrire sur plusieurs lignes. Alors ça, elle est un peu bizarre, mais c'est très simple en fait, hein. Ça peut choquer un petit peu au départ, mais c'est très simple. Vous mettez deux chevrons ouvrants, d'accord, vous mettez 2 fois le symbole inférieur à, et ici vous choisissez un mot, qui fonctionnera un peu comme un label, un libellé. Vous choisissez le mot que vous voulez, ça peut être tout simplement, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être, limite, je mets vraiment enfin n'importe quoi, comme ceci. Et là, vous allez à la ligne et vous écrivez votre texte. Votre texte sur plusieurs lignes, ce genre de choses. Et une fois que vous avez fini, d'accord, d'écrire votre texte, vous terminez avec le fameux mot que vous avez mis au départ et le point virgule, donc le mot qui a été là. Voilà. Donc on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre end, on peut mettre n'importe quoi. Alors honnêtement, je vous le dis, moi c'est une notation que j'ai jamais utilisée en fait. Voilà, je l'avais apprise parce que c'est bien d'apprendre en PHP, de savoir un peu tout ce qui existe. J'ai jamais eu personnellement, pourtant j'utilise quand même pas mal PHP au quotidien, c'est je pense un des langages que j'utilise le plus dans mon travail. J'ai jamais eu besoin de d'utiliser cette notation. Voilà, j'en ai pas eu le besoin. Après, c'est bien de vous le montrer parce que ça peut servir. Il y a peut-être des gens qui vont apprécier ce type de notation. Donc c'est bien de savoir que ça existe. Après, est-ce que ça a vraiment une utilité ? Je sais pas, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas je tenais à vous le montrer quand même par rapport à ça. Donc c'est bien de connaître cette notation là aussi. Alors d'ailleurs c'était pas un flottant, c'était une chaîne.
Donc c'est qu'un nom de variable, c'est pas grave. Voilà. Donc je vous ai présenté les types. Donc les types, on a fait le tour de tout ça. Je vous ai montré ce qu'on pouvait mettre comme variable. Je vous ai dit ce qu'était une variable. Je vous l'ai quand même bien expliqué en détail. Et au niveau affichage, on avait vu juste la base. Donc c'est-à-dire par exemple, on va avoir prénom comme ceci. On va faire un écho comme ça. Alors je vais éviter les accents parce que là j'utilise pas de HTML, donc il n'y a pas d'encodage en UTF-8 d'appliquer. Donc on va éviter. Voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne, pas de problème. Donc ça c'est une première notation. Si vous voulez directement inclure les variables, vous mettez entre double cotes. Par contre, si c'est entre simple cote, et dans certains cas des fois c'est plus pratique d'écrire comme ça, vous voyez que tout est mis comme du texte. Il suffit que j'actualise d'ailleurs, et vous allez voir le changement. Tout est considéré comme du texte. Donc pour afficher une variable à ce moment-là, il faut l'échapper du texte. Pour ça, il suffit donc de terminer la chaîne où vous voulez. Donc on va laisser l'espace, on laisse bien l'espace après le et vous mettez un point pour faire une concaténation, pour dire qu'à la suite de cette chaîne-là, l'espace compris, il met le contenu de la variable. C'est pour ça que d'ailleurs vous voyez qu'elle se met dans cette couleur-là. Les avantages des éditeurs de code, encore une fois, et prenez-en un, que ce soit comme moi, Visual Studio Code qui est marqué là, je rappelle, ou Sublime Text, Atom, Brackets, Notepad++, ou un gros environnement de développement, peu importe, vous prenez ce que vous voulez comme logiciel qui vous arrange, mais c'est vrai que l'avantage quand même, c'est qu'avec la coloration syntaxique déjà, ça nous aide quand même pas mal à voir si notre code est bien fait ou pas. Parce que dès qu'il y a des couleurs bizarres, on se dit tiens, c'est pas normal qu'il change des couleurs, j'ai dû me tromper quelque part dans une syntaxe ou autre. Donc ça permet de se corriger assez rapidement. Et là évidemment ça fonctionne sans problème. Si j'affiche le code source, vous voyez que voilà, tout est bien défini à l'intérieur. Voilà pour les variables. Alors après on peut mettre un texte à la suite, il suffit de reconcaténer, vous rouvrez votre chaîne, et puis par exemple si on veut terminer par un point d'exclamation, voilà, on peut faire comme ça. Évidemment ça fonctionne, voilà. Il n'y a pas de problème, vous pouvez les concaténer comme ça à plusieurs endroits. Alors certains préfèrent faire ça, d'accord, donc je le précise, c'est pas de problème, d'accord. Il part du principe, comme il dit de manière séquentielle, il voit que là il y a des simples cotes, il dit ok c'est une chaîne, donc elle va jusqu'où, il lit, elle s'arrête là, il voit qu'il y a un point, donc il sait qu'il y a une concaténation, il voit un symbole $, donc il s'attend à trouver une variable, il cherche la variable prénom, il remplace par son contenu, pas de problème, je fais une autre concaténation, ça démarre une chaîne, je lis, ça se termine, fin de l'instruction. Donc il enregistre tout ça et c'est affiché à l'écran sans problème. Donc ça c'est vous qui voyez, moi personnellement j'ai toujours pris l'habitude de tout lier à chaque fois, plus pratique pour moi personnellement. Après il y en a qui préfèrent bien étendre leurs variables, mettre des espaces partout, vous pouvez même en mettre 15 000 si vous voulez, ça posera pas de problème. Mais après c'est à vous de voir en termes de lisibilité et questions pratiques au niveau de votre développement. Voilà, donc là on a vu comment faire ça. On peut à tout moment, bien évidemment, donc là on a vu comment déclarer, donc créer une variable et lui affecter une valeur, d'accord. Mais on peut aussi la modifier à n'importe quel moment. Il suffit de rappeler la variable, vous remettez l'affectation et puis vous dites maintenant le nom change, d'accord. Voilà. Évidemment, en refaisant un nouvel écho, l'affichage va changer, d'accord. Alors je devrais peut-être mettre un petit... Voilà, et là pour le coup on va fermer la balise PHP puisqu'on a mis du HTML, hop, et voilà, ça pose aucun problème. Tout l'intérêt, encore une fois, comme vous le voyez, des variables. Imaginez encore une fois sur un jeu vidéo, un nombre de points de vie, un objet, un personnage où des informations changent, et bien vous allez pouvoir le faire comme ça. Sur un site, vous allez pouvoir modifier des variables, ça peut être un auteur, ça peut être le contenu d'un article, ça peut être le nombre de messages sur un forum, ça peut être tout un tas d'informations. Donc c'est absolument indispensable d'utiliser des variables quand on fait de la programmation. Sans les variables, on ne pourrait rien faire. C'est vraiment la notion la plus importante de tous les langages informatiques qui existent. Donc c'est vraiment bien à connaître, bien à assimiler pour ne pas avoir de problème. Si on veut dire qu'on n'a rien dans une variable, on mettrait tout simplement nul, d'accord, comme ceci. Donc soit en minuscule, soit en majuscule, et vous voyez qu'encore une fois, les éditeurs de code étant bien faits, ils vous mettent le mot dans les bonnes couleurs pour vous montrer que c'est valide. Donc si j'essaie par exemple de faire ça, là l'éditeur vous montre quelque part que non, ça il connaît pas. Donc, juste grâce à la coloration syntaxique, ça permet de s'y retrouver. Alors oui, ça fonctionnerait, parce que j'ai dit que c'était insensible à la case, donc c'est très moche, mais ça fonctionnerait de mettre un L majuscule et un minuscule. On peut même faire des choses mélangées comme ça, mais bon, faut pas faire, c'est évidemment pas pratique, pas propre, donc évitez. Soit vous écrivez tout en majuscule ou tout en minuscule, et vous faites surtout pareil dans le même code. Ne vous amusez pas à les écrire en majuscule au départ, et puis sur le reste du code les écrire en minuscule, ou inversement, de mélanger. Si vous mélangez la manière d'écrire, pareil, vous aurez évidemment beaucoup plus de mal à vous relire. Donc il faut faire gaffe à ça. Alors concernant PHP, je vous ai parlé, comme vous voyez ici, de type, et certains auront peut-être remarqué que
Surtout si vous avez fait d'autres langages, par exemple comme le langage C ou C++ ou autres, qui sont des langages avec ce qu'on appelle un typage strict. Vous voyez qu'ici, comme pour Python par exemple, le langage PHP est un langage à typage dynamique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin par exemple de dire ici tu mets une chaîne de caractères string suivie de ça. Ce n'est pas obligatoire, d'accord? Même si depuis PHP 7, et c'est avec lequel nous travaillons sur cette formation, il y a eu pas mal de changements concernant le typage, et d'ailleurs on le verra quand on abordera notamment la vidéo sur les fonctions. Donc à partir de là, quand il lit de manière séquentielle ça, il est capable lui-même de déterminer ce qu'est ceci. Et en voyant les doubles cotes, il en déduit que c'est une chaîne de caractères, donc il lui appliquera justement le type string automatiquement. Et ça tombe bien, au niveau de ces variables, on va pouvoir vérifier toutes ces informations-là. Donc le mieux, c'est de faire, alors on va enlever tout ça, voilà, d'afficher les informations de notre variable. Pour afficher les informations d'une variable, et ça c'est à noter aussi, si vous voulez prendre des notes, c'est la fonction var_dump. Donc une fonction, je ne suis évidemment pas rentré en détail puisqu'on n'a pas encore vu ça, dites-vous que pour le moment c'est simplement une petite boîte, d'accord, de code qui contient plein de code à l'intérieur qui fait une chose, d'accord, elle permet de faire quelque chose, une fonction, elle a une fonctionnalité. Et cette fonction var_dump, son rôle c'est d'afficher les informations d'une variable qu'on lui donne. Et comment on donne des informations à une fonction? On les donne dans des parenthèses. Donc ici on précise la variable. Et je ne rentrerai pas plus dans les détails puisqu'on n'a pas encore vu les fonctions, c'est réservé pour une vidéo prochaine sur la formation. Donc en faisant juste ça, un var_dump de la variable que l'on veut, on a toutes les informations de celle-ci. Et regardez ce qui marque string, donc il vous donne le type, il vous donne même le nombre de caractères, plutôt sympa, et il vous l'affiche. Voilà, donc ça donne vraiment toutes les informations qu'on veut. Si on veut éventuellement juste récupérer le type, on peut le faire, on peut utiliser getType. Par contre, si vous faites ça, là c'est une fonction qui va retourner quelque chose, elle va retourner un résultat. Mais ce résultat, comme on n'en fait rien, il se passe rien. Donc il faut dire j'affiche le retour de cette fonction, donc j'affiche son résultat. Et là, vous voyez le type string. Voilà. Et on verra plus tard qu'il y a pas mal de fonctions pour tester le type d'une variable. Donc les fonctions, je vous les donne rapidement les noms, mais on les reverra de toute façon, donc c'est pas grave. Vous mettez is underscore suivi, et d'ailleurs vous voyez que l'éditeur il est gentil, il vous en met pas mal, le type de la donnée. Donc si pour vérifier que c'est un entier, c'est isInt, pour vérifier donc comme ceci, quelque chose comme ça, mais on n'a pas encore vu les conditions, donc on aura l'occasion d'en parler par la suite. Vous avez isFloat, vous avez isString, vous avez isArray, isObject, etc. Voilà, pour chaque truc. Mais c'est pareil, comme on n'a pas encore vu les fonctions, je ne rentrerai pas en détail là-dessus. Sachez juste que ça existe et qu'on aura l'occasion de toute façon d'en reparler. Voilà pour les variables. Donc je vous ai montré comment nommer vos variables, comment les créer, comment leur affecter des valeurs, comment les modifier, simplement, en refaisant une affectation comme on l'a vu. On a vu comment les afficher, je pense qu'on a fait tout le tour là-dessus. Et on va terminer avec deux petites choses. Donc c'était une vidéo assez longue, quand même, ça que sur les variables, il y a beaucoup à dire. Donc c'est pour ça, prenez le temps de voir cette vidéo, de tester du code aussi en même temps avec moi pour voilà, que vous ne soyez pas perdus. Ça sert à rien de vous presser, vous avez largement le temps. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo et de tester aussi de votre côté pour voir que tout fonctionne bien et que vous avez bien tout compris surtout. Alors les deux petites dernières choses que je voudrais vous montrer, la première c'est le système, enfin le principe de référence. Et pareil, on ne rentrera pas trop en détail parce qu'on en parle beaucoup ça quand on fait de l'objet, mais pour le moment on travaille sur du procédural. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, si vous voulez, alors pas forcément un clone, c'est pas le bon exemple, mais une variable qui va pointer, d'accord, qui va faire référence à une autre. Ça va faire penser d'ailleurs aux pointeurs, pour ceux qui font par exemple du C ou d'autres langages un peu plus bas niveau que PHP. On a ce système-là en fait de dire on crée une variable qui va pointer vers une autre. Comment que ça se passe? Je vais vous montrer. Si je fais A, donc je mets un nom, encore une fois, n'appelez pas des variables comme ça, c'est à surtout pas faire, c'est pas propre du tout. Je fais ça, d'accord? Je vais afficher A. Donc on peut faire comme ceci, ça pose pas de problème. On va même mettre du hop, B. Du coup on ferme la balise PHP. Voilà. J'affiche A, je vais à la ligne, j'affiche B. Ok. Si après, plus tard, je fais ça. Maintenant B devient allez, le fameux Toto, après tout il faut bien qu'il y ait toujours Toto chaque fois, sinon ça va pas, voilà. Et voyons ce qui se passe à ce niveau là. Alors évidemment, on va refaire un petit écho. Hop, soit quand même plus lisible pour vous. Voilà comment que ça se passe. Au départ on a donc variable A Jason, variable B Henri. Là je modifie, comme vous voyez, la variable B, donc je lui modifie sa valeur, je lui affecte une nouvelle valeur, et ça a effectivement été changé. Par contre, la variable A, évidemment, quand vous lisez le code, on n'a rien fait dessus, on l'a juste
déclaré et initialisé avec une valeur ici, et après on n'a rien fait dessus, on a juste fait que l'afficher. En faisant une référence, c'est-à-dire en faisant ça, on met le symbole esperluette ou le et commercial, suivi de la variable à laquelle on fait référence. Donc B, ma variable B est une référence de la variable A. Donc là on va afficher du coup A et B, et là vous voyez que je change rien d'autre, j'ai juste changé ça, le fait de créer une référence, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc on voit qu'au départ les variables sont évidemment à même valeur, logique parce que c'est une référence. On dit en fait que la variable B, elle pointe vers la variable A, donc elle possède en quelque sorte la même valeur, et à partir du moment où je vais modifier la valeur de B, ça va modifier également la valeur de A. D'accord? Un peu comme si c'était des copies, mais des copies liées. C'est-à-dire que c'est pas des copies distinctes. Si vous modifiez A ou B, eh bien vous allez également modifier l'autre variable. D'accord? Que ce soit l'une ou l'autre. En fait, elles ont le même emplacement mémoire. Là, on n'a pas réservé deux emplacements en mémoire, on va dire distincts. On a réservé un emplacement mémoire pour la variable A et un petit emplacement pour B, mais pour lui donner en fait un lien. Imaginez une chaîne qui se relie à la variable A. Ce qui fait que dès qu'on va modifier l'un, comme ils sont liés tous les deux, ça va modifier l'autre également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une référence. C'est le principe de la référence en PHP. Donc c'est une petite chose que je voulais vous montrer, qui pourra dans certains cas vous servir. D'accord? Donc on en reviendra dessus de façon en détail quand on en aura vraiment besoin. Là c'est sûr que vous n'en verrez pas forcément l'utilité, mais ça a vraiment son intérêt en programmation. Et la dernière chose avec laquelle nous allons terminer, c'est ce qu'on appelle de manière générale le transtypage, donc, ou le cast, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le type d'une variable en une autre. Par exemple, si on écrit, je sais pas moi, ceci, marqué 16.45, d'accord? Si j'essaye d'afficher d'abord le flottant tout seul, voilà ce qui va se passer. D'accord? On affiche le nombre sans problème. Admettons qu'à un moment donné, ce nombre-là, je veux récupérer que sa partie entière, c'est-à-dire que le 16, je peux dire que je fais un cast, que je fais un transtypage vers le type entier, puisque ça, par défaut, ça va être de type float. Pour faire un transtypage, vous passez le type nouveau que vous voulez entre parenthèses, suivi du nom de la variable. Alors, il peut y avoir un espace ou non, peu importe. Et vous allez à ce moment-là transtyper, faire un cast de votre variable. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Alors attention, d'accord, parce qu'on peut également le faire là-dedans. J'aurais pu le faire comme ceci. Évidemment, on peut passer par des variables intermédiaires. Ça revient au même. Hein. Voilà, de faire comme ça. C'est exactement pareil. Et on n'oublie pas le point virgule à la fin. Voilà. Exactement pareil hein, en termes de code. Enfin en termes d'affichage surtout. Donc attention avec le transtypage, parce que évidemment si vous essayez de convertir un type vers un autre qui n'est pas compatible, vous aurez des résultats assez inattendus. Donc il faut faire attention. Par exemple si on essaye de convertir ça en chaîne, je fais ça. Voilà. J'actualise, voilà ce qu'il vous met. Attendez, j'ai pas fait une... C'est pas juste parce qu'il y a... Non, c'est ça, voilà. Non, c'est juste ça surtout. C'est string, c'est pas str. Faut faire attention au niveau des termes ici. En fonction, c'est pas str, c'est string. Il n'y a que pour int, tout ça s'écrit into integer. Et là, je fais ça, et on a le nombre qui s'affiche. On a l'impression que rien n'a changé, mais si. Ici, à ce moment-là, c'est considéré comme un nombre, c'est-à-dire qu'un flottant, là, on va pouvoir faire des calculs tout simples avec. En revanche, ici, on a une chaîne de caractères, donc le 1645 que vous voyez d'afficher là, n'est plus un nombre, c'est du texte, d'accord? C'est un texte où on affiche 16.45. Ce n'est pas un nombre qui pourrait éventuellement servir à des calculs. Donc attention, parce que là vous voyez que ça fonctionne, ça pose pas de problème. Par contre dans certains cas, on va éviter des transtypages bizarres. Par exemple de transtyper quelque chose à nul. Ce serait assez étonnant de faire ça d'ailleurs. On pouvait le faire avant, mais depuis des versions assez récentes de PHP, c'est même déconseillé de le faire pour certains problèmes justement qui entraînaient des comportements inattendus au niveau de la programmation. Donc on évitera de faire ça si on veut par exemple supprimer le contenu d'une variable ou la remettre à nul. Soit on fait tout simplement... Donc je vais faire ça, on peut le montrer. On va faire ça. Ensuite on fait un flottant égale nul, tout simplement. Et on essaie de le réafficher. Voilà. Donc on peut... On va y arriver. Voilà, première fois ça affiche quelque chose, deuxième fois ça n'affiche rien puisque c'est nul. Donc le nul c'est rien du tout. Donc ça a effectivement été changé. On peut aussi éventuellement utiliser la fonction unset. En faisant ça, sur une variable. Unset, ça va enlever la définition d'une variable. Pour dire une variable en fait n'existe plus, d'accord? On ne la fait plus exister. Et là on aura ça. Pareil.
même problème. Donc le unset va simplement en fait passer, donner la valeur nulle à une variable. C'est tout simplement ce que ça va faire. C'est tout, donc pas de problème à ce niveau-là. On peut d'ailleurs... On va faire un var dump. Voilà, de un flottant. Ok, vous voyez, hein, je vous mens pas, le type est bien nul, d'accord. Par contre, vous voyez qu'il n'y a plus de valeur du tout. Plus de valeur rien, parce que comme on a mis nul dedans, il vous rebalance que le type, c'est tout. Rien d'autre, puisqu'il n'y a absolument plus aucune valeur, elle a été retirée. Set, bah, c'est définir la variable, unset, c'est là l'enlever en fait. Enlever la définition de la variable. Donc, petite fonction à noter aussi, le unset, ça pourra vous servir quand vous voudrez enlever, tout simplement, le contenu d'une variable pour la remettre à une valeur nulle, pour lui dire, bah voilà, qu'on ne met plus rien dedans, il n'y a plus rien dans cette variable, et elle sera détruite évidemment à la fin de l'exécution du programme, de manière tout à fait normale. Voilà, j'essaie de voir que je n'ai pas oublié de choses. Après, si j'ai oublié des choses, de toute façon, c'est pas bien grave, parce que comme on va être amené à réutiliser tout et n'importe quoi au niveau de la formation, donc tout ce qui aura été oublié là sera de toute manière abordé par la suite, donc c'est pas un souci. Notamment des fonctions, pas mal de choses qu'on pourra réutiliser. Moi, je vous ai donné tout ce qu'il fallait par rapport à ça. Donc après, le truc que j'ai pas dit, voilà, c'est pour caster en int, vous pouvez marquer int entre parenthèses ou integer, d'accord, les deux fonctionnent normalement. Pour boolean, bah, c'est pareil, vous pouvez utiliser boolean ou bool, d'accord, l'un ou l'autre. Et pour float, alors vous pouvez utiliser float, vous pouvez utiliser double, donc la fameuse notation historique, et il y a la notation également real aussi, qui normalement doit fonctionner encore. Par exemple, si vous faites, bon là c'est déjà un... On va enlever tout ça. On va faire comme ceci, 14, d'accord. Parce que autant vous montrer avec des exemples. Voilà, je teste comme ça, on affiche le nombre entier. Si ensuite je fais... Donc on peut le refaire sur lui-même, hein. Vous pouvez très bien caster sur lui-même, dire bah maintenant ça devient ça. Donc normalement en me notant real, ça devrait fonctionner. Pareil, c'est une vieille notation, mais ça fonctionne aussi. Et cette fois-ci, on fait un echo. Donc là c'est plus un nombre entier du coup, c'est d'ailleurs je vais enlever le nom parce que ça pourrait vous induire en erreur. Parce que d'un coup on en fait un nombre réel, donc un réel c'est un nombre décimal, un nombre flottant. Et là, hop, voilà. D'accord, ça fonctionnera aussi à ce niveau-là. On a transformé le type de la variable, donc ça peut être utile à savoir. Si par exemple je notais comme ceci, voilà. Donc il faudra voir par rapport à ça comment ça s'est passé. Bon, en général, on va noter surtout float pour le transtypage, mais attention, attention vraiment avec le transtypage parce que ça va vous amener pas mal d'erreurs, donc faut, voilà, c'est pas utilisé à la légère, je vous le montre parce qu'il faut le connaître, ça concerne les variables, donc ça a sa place dans cette vidéo, mais à ne pas utiliser n'importe comment. Dans certains cas d'ailleurs, on évitera d'utiliser le transtypage, on passera par des fonctions à la place. Par exemple, pour obtenir un entier d'un autre nombre, on utilisera intval comme fonction, mais on aura l'occasion de revenir dessus par la suite, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je crois avoir fait le tour normalement de ce que je voulais vous montrer, donc je vous ai présenté encore une fois pour résumer cette vidéo, on va prendre le temps, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc c'est pas pour 5 minutes de plus. Donc je vous ai présenté les 10 types basiques, d'accord, vous allez manipuler, donc 4 types scalaires qui vont être un petit peu tout ce que nous allons manipuler et avec lequel nous allons travailler sur une grosse partie de la formation, avant de découvrir bien évidemment et aborder les 4 types là, donc les tableaux il y aura une vidéo, pour les objets bon il y en aura plusieurs, parce que la programmation objet nous demandera plus qu'une vidéo, c'est sûr. Les fonctions de rappel on les abordera peut-être même pas dans le cours, peut-être juste dans des tutos, on verra. Les itérateurs c'est pareil, ça dépendra. Et les types divers, bon, on a déjà parlé de nul, les ressources, pareil, ce sera sûrement dans un tuto en annexe, donc pas pour tout de suite dans tous les cas. Voilà, mais au moins vous savez comment ça fonctionne. Vous savez normalement à la fin de cette vidéo ce qu'est une variable, à quoi ça sert, comment on peut en créer, comment on peut les déclarer, quelles valeurs on peut leur mettre, comment on peut les modifier, comment on peut même les enlever en fait leur définition, donc je vous ai montré ça aussi. Comment les afficher, et voilà, vous avez déjà pas mal d'opérations que vous pouvez faire avec au niveau de ça. Pour les prochaines vidéos, de toute façon, on va continuer un petit peu là-dessus, on va travailler sur d'autres notions, on verra également comment faire des opérations, d'accord, utiliser des opérateurs pour pouvoir faire tout un tas de choses avec nos variables, parce que vous verrez qu'au lieu de simplement mettre des valeurs comme ça et les afficher, on pourra également faire des calculs, faire des opérations très très spécifiques par rapport à nos variables. Donc ça permet aussi de faire toutes ces choses-là. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos de cette formation. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était un petit peu long, qu'il y avait beaucoup de choses à voir, mais encore une fois, vous avez possibilité de mettre en pause une vidéo. C'est pas comme si vous étiez en cours, donc vous n'êtes pas limité, voilà, d'ailleurs j'ai oublié de mettre ça, ouais. Vous n'êtes pas embêté on va dire en termes de temps ou autre, vous avez absolument moyen de travailler et de suivre les vidéos à votre rythme, de prendre toutes les notes que vous voulez, de tester, faire des petits programmes de côté, si vous avez besoin par exemple de faire un programme pour chaque vidéo, pour résumer tout ce que je vous ai expliqué, pour vous souvenir de tout, il n'y a aucun problème, faites-le, ça ne pourra que vous aider, je peux que vous conseiller de procéder comme ça.
Donc n'hésitez pas, et s'il y a bien sûr des questions, des choses qui sont pas suffisamment claires, parce qu'on a beau expliquer, détailler au maximum, il y a des fois où ce n'est pas assez, il en faudrait un peu plus. Donc n'hésitez pas bien sûr à poser des questions dans les commentaires comme d'habitude, je vous répondrai par là-dessus, et je vous dis à bientôt du coup pour la prochaine vidéo. Donc on continuera un petit peu à travailler là-dessus avec des nouvelles notions. À bientôt tout le monde, ciao.